pauses sont toujours disponibles sur le site après. On a fait une nouvelle catégorie. Vous avez les onglets à gauche du site. On pourra aller faire un tour sur le site à la fin de ce webinaire. Vous avez un petit onglet webinaire avec diapo et enregistrement. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments. Ensuite, toujours, dans toutes les annonces qui ont été faites, hein, en termes de pouvoir d'achat, on a le décret du 21 août 2023 qui a modifié les taux de prise en charge pour, vous savez, les titres, d'abonnement pour les déplacements entre la résidence et le lieu de travail. Donc auparavant, on avait une prise en charge de 50, elle passe à 75, donc de la valeur annuelle mensualisée du titre. Donc exemple, pour un abonnement mensuel de 100 €, on passe d'une prise en charge de 75 € au lieu de 50 €. Attention, il y a un plafond qui est défini par le décret. Donc pour un abonnement, par exemple, de 150 €, la prise en charge, elle est limitée à 96,36 € dans le respect du plafond. N'hésitez pas, vous retrouverez ces éléments dans le diapo, mais vous les avez aussi sur notre site en actualité. Hop. Toujours, hein, on est toujours sur le thème, hein, pouvoir d'achat. On a aussi une revalorisation donc des indemnités de mission. Donc on passe, de les taux de repas, donc ça passe de 17,50 € à 20 € et pour l'hébergement, on passe de 70 € à 90 €. Donc ça, c'est applicable, c'est déjà applicable, hein, c'est applicable depuis le 22 septembre. J'ai pas précisé, mais pour le remboursement des abonnements, c'est, applicable, à compter du 1er septembre 2023. Donc c'est des choses qui sont d'ores et déjà applicables. Ensuite, donc ça va intéresser tout le monde, je pense, puisqu'on reçoit pas mal de questions à ce sujet-là. Donc j'ai précisé texte officiel à venir, puisque ça n'est pas encore sorti. Vous le savez, hein, il y a eu le ministre a annoncé plusieurs mesures de pouvoir d'achat, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et il y avait aussi dans ces annonces la mise en place d'une prime dite de pouvoir d'achat. Donc cette mesure, elle a été concrétisée, mais attention, elle a été concrétisée pour l'État et pour l'hospitalière. On a bien un décret qui est sorti, hein, donc il nous précise les conditions de versement, donc les montants compris entre 300 et 800 € en fonction de la rémunération de l'agent. Ce n'est pas applicable à la fonction publique territoriale pour le moment. Pour la fonction publique territoriale, on attend un décret qui sera spécifique à la territoriale. Heu, je peux petite histoire, donc pourquoi pour l'instant on n'a pas de décret? Pour information, le décret, donc un décret pour, pouvoir être publié, il doit avoir l'avis du CSFPT, donc c'est le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Donc c'est, un organe avec des représentants du personnel, des représentants des organisations syndicales et des représentants des employeurs territoriaux. Le décret était à l'ordre du jour de la séance du CSFPT de la semaine dernière, mais les syndicats ont boycotté la séance. Donc, le décret n'a pas pu être examiné. Pourquoi les syndicats, boycottent? Pour 2 raisons. 1re raison, c'est parce que contrairement à l'État et l'hospitalière, dans la territoriale, cette prime de pouvoir d'achat, elle sera facultative. Les employeurs n'auront pas l'obligation de la verser. Pourquoi? C'est parce que, la territoriale, on a toujours ce principe de libre administration. Donc, les syndicats boycottent pour cette 1re raison, le fait que cette prime serait facultative. Et ils boycottent pour une deuxième raison, c'est qu'a priori, pour la territoriale, les montants idem ne seraient pas obligatoires, ce seraient des montants plafonds. Ça, j'en ai pas la certitude puisque moi, je n'ai pas vu le projet de décret. Donc voilà, pour l'instant, pas de décret dans la territoriale. Il va falloir attendre que ça passe devant le conseil supérieur. Donc je pense, il faut attendre que ça soit remis à l'ordre du jour, que ça passe et ensuite que ce soit publié. Donc je pense qu'on a encore quelques semaines avant de voir le décret. De toute façon, nous, dès que ça sort, le jour même, vous avez l'actualité sur notre site internet, hein. N'hésitez pas à le consulter. C'est vrai que c'est pas forcément un réflexe qu'on a, mais on essaye quand même de publier les choses très rapidement, hein. Voilà pour, la prime de pouvoir d'achat qui est pour l'instant, encore en attente. On revient à des textes qui ont été publiés. Donc on a un décret du 25 août 2023, donc par rapport au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique. D'une part, donc il précise les conditions de renouvellement à titre exceptionnel de la période de 310 jours ouvrés, du congé de présence parentale, donc avant le terme de celle-ci. Il détermine le champ du bénéfice du congé de proche aidant de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être nécessairement d'une particulière gravité,
nécessiter, une aide régulière de la part d'un proche. Donc ça définit ce champ, hein, de lorsqu'il n'y a pas une particulière gravité. Et enfin, donc ça prévoit que le congé de présence parentale et le congé de proche aidant, peuvent être pris de manière fractionnée, donc par demi-journée. Cécile a mis à jour, hein, les fiches, sur le congé de présence parentale et le congé de proche aidant, donc tout ça, évidemment, vous pouvez retrouver, sur notre site. Le texte, il est entré en vigueur, hein, donc le 28 août, et pour la possibilité de fractionner en demi-journée, ça entre, en vigueur à l'occasion, en fait, de la prolongation ou de renouvellement d'un congé qui est en cours, en fait, ou, à l'octroi d'un nouveau congé, pour ceux qui n'en bénéficiaient pas encore. Ensuite, vous l'avez peut-être vu également, on a un décret du 30 août qui est sorti sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est un décret qui est pris en application, d'un article du code, vous avez donc, des conditions. C'est, pour respecter en fait une directive, de l'Union européenne sur la transparence. Donc ça prévoit que les agents, ils doivent recevoir une communication sur, tout ce qui est, relatif en fait à l'exercice de leurs fonctions. Donc le décret, il fixe la liste, hein, de ces éléments qui doivent être communiqués. Je vous l'ai remise ici. Donc il y a la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative, assurant sa gestion. Le corps ou cadre d'emploi, et le grade lorsque l'agent est fonctionnaire, la catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel, la date de début d'exercice des fonctions, le cas échéant, le début de la période de stage ou de la période d'essai, ainsi que la durée. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent déjà dans le contrat, hein. Le ou les lieux d'exercice de ces fonctions, ou à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle donc, les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux. Lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, etc., la mention, bon, ça ne va pas trop nous concerner. La durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables, ainsi que le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires. Le montant de sa rémunération, en précisant chacun des éléments constitutifs. Sa périodicité, ainsi que ses modalités de versement. Les droits à congés rémunérés, les droits à la formation, les accords collectifs relatifs aux conditions de travail, l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations, ainsi que, les, dispositifs de protection sociale, les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions. Alors, j'ai des questions là-dessus. C'est applicable uniquement pour les nouveaux agents recrutés ou faut-il prévoir cette même fiche pour tous les agents en poste? Alors, c'est une bonne question, ça, il faudra que je revérifie, mais il me semble que ça doit être que pour les nouveaux agents puisque c'est des éléments à communiquer dans un délai, après la signature du contrat. Je pourrais revenir vers vous, pour cette information-là. Là, j'en dispose pas, tout de suite, mais pour moi, c'était pour les nouveaux, contrats. On me demande également si les modèles de contrat du CDG vont être complétés pour tenir compte du décret. Alors, c'est pas des inform toutes ces informations-là n'ont pas à se retrouver dans un contrat, en fait. Donc non, les modèles de contrat n'ont pas été complétés. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà dans nos contrats, mais tout n'a pas lieu d'être dans un contrat. Donc comment est-ce qu'on fait cette information? En fait, ça sera un document qui sera communiqué à part. Comment avoir un modèle? Eh bien, tout simplement, hem, si vous voulez, on a, un modèle, en fait, il y a un arrêté qui a été publié. Donc vous pouvez retrouver l'information sur notre site, hein, encore, une fois. Il y a, en même temps que le décret, il y a un arrêté qui a été publié qui fixe les modèles avec toutes les informations à communiquer. Donc vous avez un modèle qui est directement fourni, en fait, par les textes, hein. Donc ça répond à la question: «Pourrons-nous avoir une fiche type?» Quelle est l'utilité de ce document lorsqu'il y a un règlement intérieur dans la collectivité? Tout simplement, en fait, il n'y a pas de règlement intérieur dans toutes les collectivités et le règlement intérieur, est-ce qu'il est toujours communiqué à l'agent? Est-ce que lorsque vous recrutez un agent, vous lui donnez son contrat et le règlement intérieur? C'est une question. Donc après, ça peut être sous cette forme-là, hein. Si votre règlement intérieur, il y a toutes les informations dedans, eh bien, vous fournissez le règlement intérieur à l'agent, lorsqu'il est recruté. Mais il faut bien que ce soit fourni. Il ne faut plus que ce soit à l'agent, en fait, d'aller rechercher toutes ces informations. L'idée, c'est d'avoir de la transparence, de la communication et que les agents soient informés de tout ce qui régit, en fait, leur emploi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'on a parfois des agents qui sont un peu perdus et qui n'ont pas connaissance, en fait, bah, des règles qui lui sont applicables.
Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, vous avez le lien de l'arrêté, dans notre, si je dis pas de bêtises, dans notre actualité, hein, donc avec le modèle. Donc ça, j'en ai fini pour les textes, hein, qui sont sortis là cet été et en septembre. Alors c'est pas exhaustif, hein, il y a bien s peut-être des textes plus particuliers qui sont sortis, mais l'idée c'est de faire quelque chose d'assez, rapide et sur les fondamentaux. On a une réponse ministérielle, par rapport aux secrétaires de mairie et au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics. Donc vous savez, hein, depuis janvier 2023, il y a un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, qui a été instauré. Et donc, la question, c'était un peu de discuter du risque pour les secrétaires de mairie et cette réponse, elle vient vraiment, enfin modérer, enfin relativiser ce risque. Puisqu'il nous indique en fait que c'est un régime unifié de responsabilité, dont sont justiciables tous les acteurs de la chaîne financière, donc ils exercent des fonctions d'ordonnateur ou de comptable et finalement cette réforme, elle n'entraîne pas de changement sur le périmètre des justiciables. Les justiciables, c'est les personnes, qui peuvent être, mises en cause en fait. Donc il n'y a pas de changement de périmètre puisque ça couvre les fonctions de secrétaire de mairie, mais c'était déjà le cas en fait, c'est ce qu'ils nous expliquent après. Ils nous disent: «Ce nouveau régime vise à recentrer la responsabilité juridictionnelle des gestionnaires publics sur les seules fautes les plus graves, celles qui portent une atteinte grave à l'ordre public. Et il n'y a donc pas de risque nouveau pour les agents exerçant ces fonctions, puisqu'ils étaient déjà justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière.» Ça peut inquiéter, mais peut-être parce qu'on ne savait pas tout simplement qu'avant, on était déjà en fait justiciable, au niveau de la cour disciplinaire, hein. Et donc les secrétaires de mairie pouvaient déjà voir leurs responsabilités engagées devant cette juridiction pour des faits plus larges que ce qui est indiqué maintenant, puisque, comme ils le disent, maintenant c'est recentré sur les fautes les plus graves. Donc avant, la responsabilité pouvait être engagée sur des fautes moins graves, ce n'est plus le cas. Donc, en conséquence, le risque de voir disparaître, parce que ça, en fait, la personne qui a posé la question s'inquiétait de voir disparaître les vocations. Vous savez, on a des problèmes de recrutement de secrétaires de mairie et il disait: «Mais avec ce nouveau régime de responsabilité, est-ce qu'on va pas avoir encore plus de mal à recruter?» Et a priori, non, puisque en fait, c'est un régime qui n'a pas modifié, grand-chose en termes de périmètre. Autre réponse ministérielle, alors aucune nouveauté, hein, je pense que vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Ça vient nous rappeler, par rapport au cumul du statut de fonctionnaire et de contractuel dans la même collectivité. Donc, pour rappel, un fonctionnaire territorial ne peut pas cumuler le statut d'agent titulaire et celui d'agent contractuel au sein de la même collectivité. Ce principe découle donc du Code général de la fonction publique, hein, au terme duquel le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire. Donc il ne peut pas, à côté de ça, être contractuel. Attention, pour la même collectivité, un agent, alors il y a des conditions évidemment en termes d'heures, etc., peut tout à fait être fonctionnaire dans une collectivité et contractuel dans l'autre, mais pas au sein de la même collectivité. C'est toujours bon de faire le rappel, ça arrive qu'on m'interroge à ce sujet. Donc, dans une même ville, un agent peut être titulaire sur la commune et non titulaire au CCAS. Alors après, ça dépend comment c'est fait. Est-ce qu'on a deux personnalités morales? Je ne suis pas certaine, puisque comme on est sur le même employeur, ce serait à vérifier. À vérifier. Ça, je me le note. Hop, hop. Quelques jurisprudences. Sur le cumul d'activités, j'ai beaucoup de questions, hein, sur le cumul. D'ailleurs, je profiterai de la fin du webinaire pour vous montrer sur le site, on a des nouvelles fiches à ce sujet qui sont très bien faites, qui ont été faites par notre stagiaire Émilie, hein, qui n'est plus là, mais qui a bien travaillé sur ce sujet, donc je vous inviterai à aller les voir. Cette jurisprudence, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, sauf disposition contraire, en fait, une autorisation de cumul d'activité, pardon, peut être accordée à un agent public de manière illimitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une durée fixée à l'autorisation de cumul d'activité. Pour autant, l'administration, elle a toujours la possibilité de s'opposer à tout moment à la poursuite du cumul dans l'intérêt du service ou si ça ne respecte pas, bah, les règles du cumul. Donc voilà, pas forcément de limite dans le temps à un cumul d'activité. Autre jurisprudence, petit exemple, parce que c'est vrai qu'on a, souvent c'est un petit peu difficile de fixer le niveau de sanctions disciplinaires, donc quand on a des exemples de ce qui est proportionné ou disproportionné, c'est assez intéressant. Donc dans le cas présent, on est sur une sanction disciplinaire qui a été jugée disproportionnée,
Les faits, c'était quoi? C'était une aide-soignante, donc qui travaillait dans un centre, gériatrique, qui avait fait l'objet d'un blâme pour avoir conservé sur elle son téléphone portable alors qu'elle était en service. Donc elle a formé un recours, hein, puisqu'elle jugeait, elle, que c'était disproportionné. Et le tribunal est allé dans son sens, puisque, même si, dans l'établissement, il y avait, donc un règlement intérieur qui interdisait dans tous les services, donc les communications téléphoniques, personnelles pendant les heures de travail, sauf urgence, et qui précisait, également donc, que la méconnaissance des règles d'utilisation du téléphone était passible de sanctions disciplinaires. Le fait d'interdire aux agents de conserver leur téléphone sur eux était une contrainte non justifiée par les nécessités de service et ainsi excessive. Donc ils ont confirmé, enfin le juge a confirmé que la sanction infligée était disproportionnée et privée de base légale. Donc juste le fait d'avoir son téléphone sur soi ne justifie pas un blâme. A contrario, petit exemple de sanction disciplinaire proportionnée, on est sur un agent qui refuse délibérément d'exécuter certaines missions qui lui sont confiées, qui tient des propos déplacés et irrespectueux à l'encontre du maire dans le hall de la mairie. Il est jugé que cet agent manque sérieusement à son devoir d'obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve. L'exclusion temporaire de fonction de 3 mois et un jour a été jugée proportionnée. Attention, la durée de l'exclusion et la sanction dépendront évidemment, du contexte, des fonctions qui n'ont pas été exercées et du type de propos qui a été tenu, hein. On ne peut pas, calquer, on peut pas calquer exactement, chaque cas sur cette, jurisprudence évidemment et à chaque fois il faut apprécier, les faits exacts qui se sont déroulés. Autre jurisprudence, c'est pas une nouveauté, mais c'est toujours bien de le rappeler sur le licenciement en fin de période d'essai. Le licenciement d'un agent contractuel, donc au terme de la période d'essai, ça n'a pas à être motivé, contrairement au licenciement en cours de période d'essai qui, lui, doit être motivé. Attention cependant, et ça je vous le dis toujours, hein, quand on m'interroge à ce sujet-là, ça n'a pas à être motivé, mais si ça va au contentieux, si l'agent conteste son licenciement au contentieux, la collectivité, elle devra bien établir que cette décision, elle n'a pas été prise pour un motif, étranger à l'appréciation des compétences de l'agent. Ça pourrait être, par exemple, moi j'ai le cas, par exemple, un agent qui est souffrant, qui est en congé maladie en cours de période d'essai, et à la fin de sa période d'essai, la collectivité, elle se dit: «Non mais il est tout le temps en arrêt, nous on peut pas le garder», mais ce qui est parfois compliqué, hein, les remplacements et cetera, c'est pas une chose facile, surtout dans le contexte actuel. Mais attention, si, au contentieux, il s'avère que le seul motif, de licenciement à la fin de la période d'essai, c'était la maladie de l'agent, ce ne sera pas recevable. Donc voilà, attention, licenciement en fin de période d'essai, pas de motivation, mais il faut avoir quand même, un motif, enfin, par rapport aux compétences de l'agent, hein. Dans le cas présent, pour la petite histoire, parce que c'est un petit peu drôle, c'était en fait, un agent recruté comme directrice des ressources humaines, dans une collectivité qui avait quand même près de 1 500 agents, hein, on n'est pas sur une petite collectivité et qui ne maîtrisait pas du tout le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait même comme secondaire pour l'exercice de ses fonctions. En l'occurrence, du coup, le licenciement, a été, jugé, fondé puisque c'était bien fondé sur l'évaluation des compétences de l'agent, parce que c'est un petit peu embêtant de ne pas connaître le statut quand on est DRH d'une grosse collectivité. Voilà pour cette jurisprudence. Autre jurisprudence, là aussi c'est pas une nouveauté, hein, c'est beaucoup de rappels, mais ça fait du bien d'avoir ce type de rappel. C'est, par rapport à l'exclusion des contractuels de la NBI. Donc c'est un syndicat qui a fait un recours parce qu'il estimait que, le fait que les contractuels ne puissent pas bénéficier de la NBI, ça allait à l'encontre, en fait, de la jurisprudence de l'Union européenne, selon laquelle, aucune inégalité de traitement ne doit exister entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. Alors, le Conseil d'État a dit en fait que, la différence de traitement entre fonctionnaires et contractuels, n'était pas liée en fait au fait qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, mais liée au fait qu'il y avait une différence, de statut en fait et une différence dans les règles de rémunération entre ces agents. Donc l'exclusion des contractuels de la NBI a été jugée légale et n'instaurant pas une différence, de traitement illégale. Donc les contractuels restent, hein, bien exclus, du bénéfice de la NBI.
Voilà pour toutes ces questions d'actualité. Je me suis noté, des petites précisions, que je ne manquerai pas de vous apporter. Je pense que je les mettrai, peut-être dans un mail général adressé à tout le monde ou peut-être une petite note en dessous de la publication avec l'enregistrement, et et le diapo. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile, hein, qui va vous présenter le dossier du mois, sur le RIFSEP. Voilà. Merci Marine. Pardon, bonjour à tous. Donc, je vous présente ce mois-ci le RIFSEP. Donc, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de questions par rapport Cécile, à je ne ce t'entends pas, je oui, pense que ton micro est coupé. non, il est allumé. Tu m'entends pas? Ah, alors ma collègue semble avoir un problème de micro puisqu'on ne l'entend Ouais, pas. moi je vous entends, mais Ah, c'est moi qui ne l'entends pas. Bon, eh bien, je dois ah, avoir un problème, donc je d'accord. vous laisse Ok. continuer du coup. Ah bon, c'est dommage. Très bien. Bon, bah tant mieux si vous m'entendez, c'est l'essentiel pour le coup. Donc, le RIFSEP, donc c'est vrai que c'est une indemnité que l'on travaille depuis déjà quelques années maintenant, mais bon, c'est vrai que certaines collectivités n'y sont pas encore passées ou alors certaines d'entre vous sont aussi à revoir, leurs délibérations, donc ça fait du bien d'avoir une piqûre de rappel s'il y a toujours beaucoup de questions. Donc je vais quand même reprendre la base. Donc le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est un décret qui date donc de 2014 et qui avait vocation à remplacer la plupart des primes qui étaient en vigueur à l'époque. Donc, c'était l'IAT, l'IEMP, l'IFTS, la PFR et notamment aussi toutes les primes dans la filière technique. Hein. Bref, l'idée à l'époque, c'était de réunir toutes ces primes-là dans une seule prime. Donc, elle avait vocation à s'appliquer à tous les agents, titulaires comme contractuels. La mise en place, elle, s'est faite sur plusieurs années puisque c'est une prime qui nous vient de la fonction publique d'État. On a des corps d'État qui correspondent, enfin on a des cadres d'emploi qui correspondent à des corps d'État. Donc il a fallu plusieurs années pour permettre à tous les corps d'État de publier les arrêtés concernés. Donc c'est chose faite maintenant. Quasiment tous les cadres d'emploi sont concernés, à deux exceptions près. Pour la filière police municipale, alors là, bah, la raison, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas de corps d'État correspondant. Donc, la filière police municipale garde un régime indemnitaire spécifique. Et la filière enseignement artistique n'est pas concernée non plus. Alors là, j'ai pas vraiment de raison à vous donner. Le corps d'État qui leur correspond, ce sont les professeurs certifiés, c'est l'éducation nationale. Il n'y a jamais d'arrêté qui est sorti. Donc, pour l'instant, ils sont exclus. Alors, pour l'instant ou à jamais, je ne sais pas. On n'a jamais pas eu de retour par rapport à ça. Donc, la filière enseignement artistique conserve, elle aussi, un régime indemnitaire spécifique. Donc, ce RIFSEP se distingue des autres régimes indemnitaires qui existaient auparavant parce qu'il est obligatoirement distribué en deux parts et que, bah, justement, elle introduit la notion d'engagement professionnel. Alors, petit historique hein, sur ce caractère obligatoire des deux parts. C'est vrai que quand le décret est sorti en 2014, eh bien, il parlait de la part IFSE et le cas échéant de la part CIA. Et dans ce cas échéant, eh bien, l'interprétation qui était donnée, c'est que c'était peut-être un caractère facultatif. Donc, là, c'était l'interprétation. Donc, bon, bah, oui, beaucoup de collectivités ont mis en place l'IFSE, mais pas le CIA. Sauf qu'entre-temps, l'article 88 de la loi de 84 a été réécrit. C'était l'article sur le régime indemnitaire. Donc aujourd'hui, c'est l'article L 714-5 du CGFP, du Code général de la fonction publique. Donc cet article a été réécrit et il indique bien que lorsqu'une prime à l'État est distribuée en deux parts, eh bien l'organe délibérant dans la territoriale devra également l'instituer en deux parts. Donc, d'où le caractère obligatoire. Maintenant, la situation est très claire. Donc, si vous devez revoir votre RIFSEP et que vous n'aviez pas mis en place le CIA, eh bien, maintenant, il faudra le mettre en place. Euh, un petit rappel également sur le fait que bah, il a vocation à s'appliquer aux titulaires comme aux contractuels.
Alors pour les contractuels, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Je tiens à rappeler que la notion de durée de contrat est illégale. Donc ça veut dire qu'il y a des collectivités qui souhaitaient parfois qu'il y ait 6 mois de contrat avant de pouvoir verser l'IFSE. Donc ça, la jurisprudence a indiqué que ce n'était pas légal. Donc vous ne pouvez pas le mettre. Il y a également une jurisprudence qui indique que vous ne pouvez pas faire de différence entre les emplois permanents, entre les contractuels sur emploi permanent et les contractuels sur emploi non permanent. Là, pareil, la jurisprudence indique que ce ne serait pas légal. Donc, nous, on vous conseille, c'est vrai, de mettre en place, pour des raisons pratiques et pragmatiques, pour les titulaires comme pour les contractuels. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines collectivités hésitent aussi à le mettre en place pour les contractuels, mais on a aussi quand même une jurisprudence constante sur la rémunération qui indique qu'on ne peut pas faire de trop grandes différences entre les fonctionnaires et les contractuels qui exercent les mêmes fonctions. Voilà, donc généralement, on vous conseille de le mettre en place pour les deux. Donc j'en reviens vraiment à l'indemnité qui se compose donc en deux parties. Vous avez l'IFSE qui est lié à la fonction, aux suggestions et à l'expertise et qui va vraiment valoriser le poste de l'agent. Et vous avez donc le CIA qui est le complément indemnitaire annuel qui lui est lié à l'engagement professionnel, à la manière de servir. Donc on va y revenir. Je vais aborder chaque indemnité séparément. Donc on va commencer par l'IFSE. L'IFSE suppose déjà une classification des emplois en groupe, parce que cette indemnité hiérarchise les emplois, hiérarchise les fonctions. Voilà, donc vous allez avoir catégorie A, catégorie B, catégorie C. Voilà, un agent de catégorie A est censé avoir plus de responsabilités qu'un catégorie B ou qu'un catégorie C. Donc, on reste sur une hiérarchie des postes. Donc, la répartition des emplois au sein de ces groupes va reposer sur des critères professionnels, qu'on va voir après, qui sont liés aux fonctions. Mais il faudra également prendre en compte l'expérience professionnelle des agents. On va y revenir aussi. Pour répartir les postes dans les groupes de fonctions, eh bien, vous pouvez vous référer à l'organigramme, aux fiches de poste, sachant que la répartition, elle ne se fait pas par grade ou filière. C'est vraiment lié aux fonctions. Voilà, donc si vous avez un agent qui est responsable de service, il va forcément être en groupe 1, alors qu'un exécutant serait en groupe 2. Voilà. La circulaire, il y a une circulaire du 5 décembre 2014 qui donnait des indications sur le nombre de groupes. Donc, il était prévu 4 groupes en catégorie A, 3 groupes en catégorie C, 2 groupes maximum en catégorie C. Mais ça reste une circulaire. Donc, en fait, avec les besoins que vous pouvez avoir, vous, dans les collectivités, vous pouvez adapter ce nombre de groupes et par exemple créer 3 groupes en catégorie C. Voilà, si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez. À partir du moment où vous respectez les plafonds prévus par l'indemnité de la catégorie C, eh bien, ça ne pose pas de problème. Donc, les fameux critères professionnels. Donc, on en a quelques-uns dans la circulaire du 5 décembre 2014. Ils peuvent être définis comme dans le tableau ci-après. Donc, vous avez en critères professionnels 1, l'encadrement, la coordination, le pilotage. Voilà, ça tient compte de responsabilités plus ou moins lourdes en encadrement, de la coordination, avec des suivis de dossiers stratégiques, des conduites de projets. Vous allez avoir un critère professionnel 2 qui sera davantage axé sur la technicité, l'expertise, la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Donc, ça va valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes en fonction du domaine de l'agent. Et le critère professionnel 3 qui sera au plus près du poste, puisque là, ce seront des suggestions particulières au regard du poste. Donc, ça peut être des contraintes physiques, des lieux d'affectation, ça peut être pour les adjoints techniques, ça peut être par exemple le fait de tout le temps travailler dehors quand il pleut, la neige, etc. Pour les secrétaires de mairie, ça peut être de se rendre aux réunions du conseil municipal le soir. Alors attention, hein, je ne dis pas que ça doit rémunérer les heures passées en conseil municipal. Je dis simplement que voilà, c'est une charge aussi finalement d'aller au travail dans la journée et d'aller après le soir au conseil municipal. Donc c'est une charge de travail qui peut être prise en compte dans ce critère-là.
Ça peut être aussi, par exemple, pour une ATSEM, le fait d'avoir les enfants toute la journée, donc qui est source de nuisances sonores, c'est usant, c'est fatigant. Donc voilà, ce sont des exemples de critères qui peuvent être pris en compte. Et il y a donc l'expérience professionnelle qui doit être prise en compte. Donc, qui va reposer sur l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs. La circulaire du 5 décembre toujours précise par contre que cette expérience professionnelle doit être différenciée de l'ancienneté, qui elle se matérialise par les avancements d'échelon. Donc c'est pas parce que vous avez un agent qui vient d'arriver, qui n'a pas d'expérience, qui vient d'arriver dans la collectivité, et vous en avez un autre qui a 10 ans dans la collectivité, c'est pas pour autant qu'il y aura forcément une différence dans leur montant d'indemnité. L'IFSE, elle va pouvoir valoriser justement le parcours professionnel de l'agent avant l'arrivée sur son poste. Sa capacité à exploiter l'expérience qu'il a pu acquérir, quelle que soit son ancienneté, les formations suivies ou la connaissance de son environnement de travail. Euh, Par exemple, si vous avez 2 adjoints techniques, vous en avez un, ça fait 5 ans qu'il est dans la collectivité, il fait bien son travail, mais il part jamais en formation, il fait juste son travail. Et vous recrutez un agent, il a 10 ans d'expérience dans le privé, qu'il va mettre à profit dans son nouvel emploi, au service public. Donc, basiquement, ces 2 agents devraient avoir le même montant d'IFSE. Pour autant, avec le critère de l'expérience professionnelle, vous pourriez valoriser justement cet agent qui vient d'arriver, mais qui a beaucoup d'expérience professionnelle par rapport à l'autre agent qui, lui, ne donne pas, donne satisfaction dans son travail, mais ne cherche pas forcément à s'améliorer et acquérir d'autres expériences. Attention, cette expérience professionnelle, donc c'est ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est un critère individuel qui ne sera pas pris en compte dans le placement dans un groupe de fonctions, hein. Mais ça peut influencer le montant attribué en fonction donc, d'un système de modulation que vous mettriez en place dans la collectivité. Donc l'IFSE peut être réexaminé en cas de changement de fonction ou au moins tous les 4 ans s'il n'y a pas de changement de fonction et justement au vu de l'expérience acquise par l'agent. Et puis évidemment en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. Hem, je Beaucoup de collectivités demandent si, le CDG propose un mode de calcul, ou un système de cotation ou une aide sur les critères. Alors non, nous n'en faisons pas parce que, chaque collectivité est trop différente. On ne pourrait pas établir un document pilote, finalement, sur ce genre de critères. Donc chaque collectivité aura ses propres critères. Donc c'est vrai qu'on peut pas mettre en place un tel document. Par contre, je vous rappelle, il est peut-être très loin rangé dans vos archives, mais au moment où le décret est paru, ça devait être en 2016 ou 2017 peut-être, le CDG avait fait l'acquisition de petits livres comme ça, je pense vous allez peut-être pas forcément le voir, et on l'avait envoyé dans toutes les collectivités. Donc bon, vous inquiétez pas si vous ne le retrouvez pas, hein, je vous en voudrais pas. Il y a en fin de présentation, là, je vous ai mis le lien vers ce petit, livre et il est également en lien dans la fiche sur le RIFSEP. Alors, il est un peu long, hein, comme livre de chevet, ça fait 80 pages, mais pour autant, à la fin, vous avez des annexes dans lesquelles sont proposés justement des critères d'attribution, des exemples de répartition par groupe de fonctions et des grilles de sous-indicateurs d'appréciation de la valeur professionnelle, etc. Bref, vous pouvez avoir réponse quand même à un certain nombre de questions ou des tableaux qui pourraient être mis en place. Je reviens sur le réexamen. Heu, le texte parle bien d'un réexamen. Il ne parle pas de revalorisation systématique. Donc ça veut dire que le maire, au bout de 4 ans, s'il n'y a pas eu de modification, eh bien, il va réexaminer le régime indemnitaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il va forcément le revaloriser. Voilà. On passe au CIA. Donc le CIA permet de prendre en compte l'engagement professionnel, l'investissement collectif et la manière de servir qui sont appréciés au moment de l'évaluation professionnelle. Je rappelle l'article 714-5, donc on en a parlé tout à l'heure, qui nous indiquait justement que cette prime doit être instituée en 2 parts
Et donc cet article-là nous rappelle cela. Et il nous rappelle également que... ah non, ça c'est dans les montants, je vous le rappellerai après. Donc la circulaire du 15 décembre nous précise que seront appréciées la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et à s'adapter aux exigences du poste. Alors, je vois qu'il y a des questions. Comment déterminer le montant de l'IFSE à verser si on recrute un agent en CDD seulement pour 2 mois? Alors, c'est pas le fait que l'agent soit là pour 2 mois seulement qui va forcément influer sur le montant de l'IFSE. C'est vraiment la fonction que l'agent va remplir. Donc, si vous avez déjà un contractuel qui exerce telle fonction, vous pouvez vous en inspirer pour verser du CIA, de l'IFSE à cet agent-là. La première question qui je l'avais zappée, le maire peut ou doit réexaminer? Il doit réexaminer tous les 4 ans. Mais comme je disais, donc c'est réexamen, c'est pas nécessairement revalorisation. Alors, une autre question, nous n'appliquons pas le CIA. Si la collectivité réexamine le régime indemnitaire, est-ce que l'IFSE peut être revu à la baisse? Alors là, il y a 2 questions. Donc, je suppose que si vous cherchez à appliquer le CIA, est-ce que ça veut dire que l'IFSE sera revu à la baisse? Ben, ça, c'est à voir dans la collectivité. C'est vrai que donc, si vous devez réexaminer le régime indemnitaire, il faudra effectivement mettre en place le CIA si vous ne l'appliquez pas. Donc après, c'est une volonté politique. Soit effectivement, le maire prend la décision de revoir l'IFSE pour inclure le CIA, mais il faut savoir quand même que le CIA, si l'agent ne remplit pas les conditions, il ne l'aura pas. Donc ça veut dire que ça lui fera une baisse de son IFSE. Ce qui va à l'encontre de ça aussi, si l'IFSE est revu à la baisse, c'est que l'agent, lui, ses fonctions, elles ne changent pas. Donc pourquoi l'IFSE serait revu à la baisse? Donc oui, je comprends parce que ce serait à euro constant finalement si vous mettez en place le CIA, mais oui, il y a des éléments qui font que l'IFSE, voilà, si les fonctions de l'agent ne changent pas, je ne vois pas comment vous pourriez baisser l'IFSE. Donc là, pour le coup, ça veut dire que le CIA viendrait augmenter le régime indemnitaire des agents. Pour exclure les contrats saisonniers et les agents remplaçants, non, vous ne pouvez pas. Justement, on a des jurisprudences qui nous disent que vous ne pouvez pas faire une différence de traitement en fait entre les contractuels sur emploi permanent, donc ça peut être des remplacements, et les agents sur emploi non permanent, donc ça va être les saisonniers. Vous ne pouvez pas faire une distinction entre les deux. Donc oui, il y a des collectivités qui cherchaient à exclure les non permanents, mais non, ça c'est pas possible. À l'issue des 4 ans, le maire prend la décision de revoir l'IFSE, mais seul ou délibération du conseil municipal. Ça dépend s'ils choisissent de revaloriser ou pas. Le maire peut... malheureusement, il n'y a pas de procédure par rapport à ça, hein. Le décret, il dit simplement il doit y avoir un réexamen, mais on n'a pas de procédure, on ne sait pas matériellement comment ça se présente. Est-ce que c'est le maire qui va dire bon bah voilà, moi j'ai revu, finalement on ne revoit rien et puis on laisse comme ça? Ou alors est-ce que ça peut être mis à l'ordre du jour du conseil municipal en disant on revoit le RIFSEP, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le revalorise ou pas en fonction de l'expérience professionnelle? Voilà. Alors, Euh, si je peux juste oui. intervenir rapidement, Cécile. Ah, tu m'entends Euh, maintenant? oui, c'est bon. Du coup, si on est sur une revalorisation individuelle, c'est-à-dire on prend chaque agent, on regarde son, son arrêté, etc., on sera sur une décision du maire, hein, seul. Après, Si rien les plafonds le n'empêche, permettent. c'est ça, mais rien n'empêche d'en discuter en conseil municipal. Il ne faudra pas qu'il y ait de décision du conseil municipal sur une revalorisation qui est individuelle. En revanche, si C'est vous vrai. revoyez la délibération de façon générale pour augmenter les plafonds, etc., alors là, évidemment, passage en conseil municipal. Voilà, je te laisse Ok. reprendre. Ouais, pas de souci. Donc voilà, je voulais également indiquer sur les critères d'attribution du CIA. Vous ne pouvez pas prévoir de critères sur l'absence ou le présentéisme. Cette indemnité se base sur l'engagement professionnel. Donc, même si vous avez un agent qui est absent pendant 6 mois,
peut-être qu'il va remplir les critères que vous avez fixés. Je vois notamment son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions. Peut-être que pendant les 6 mois que l'agent va travailler, il va remplacer un autre agent sur un poste, il va intervenir sur d'autres domaines par rapport à ses compétences habituelles. Il va beaucoup contribuer au travail collectif, ce qui fait qu'il va quand même remplir les conditions d'attribution et potentiellement donc prétendre au montant de son CIA. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas prévoir de critères de dire, bah voilà, s'il y a 6 mois d'absence, et ben, il y aura que la moitié du CIA. Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. C'est vraiment l'engagement professionnel de l'agent qui est censé être pris en compte. Alors, je vois, est-ce qu'on pourrait avoir les références des jurisprudences sur le versement aux agents contractuels? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On remettra ça sur le site ou dans le webinaire, dans le diaporama. Peut-on alors, pour les contractuels temporaires, prévoir un groupe différent? Non, je pense pas. Alors après, c'est vrai que ce sont des questions vraiment très pointues qui méritent quand même réflexion. Je ne pense pas parce que, voilà, si vous recrutez un agent d'animation, pour, 1 mois, mais que vous avez déjà, des contractuels, sur emploi permanent, heu, qui vont exercer les mêmes fonctions, je vois pas comment enfin voilà, et que ça va être des agents d'exécution, je vois pas comment vous allez pouvoir prévoir un groupe différent. Après, étant donné que c'est le maire qui attribue le montant, éventuellement la différence peut se jouer là. Le maire peut, parce que dans la délibération, c'est un montant plafond qui est prévu, mais pour autant, c'est le maire qui décide du montant qui est attribué aux agents. Donc, éventuellement, c'est là que pourrait se jouer la différence. Hem Alors, pour les apprentis, non, les apprentis ne peuvent pas bénéficier de ce régime indemnitaire, tout simplement parce que ce sont des contrats de droit privé et les droits privés les textes, pardon, de la fonction publique ne peuvent pas s'appliquer aux droits privés. C'est le cas également, pour les contrats aidés. Pour l'agent qui part en retraite, je vais, ou en mutation, je vais y revenir. Je vais aborder ça, et je vais également aborder le fait, de l'agent qui est en maladie et qui n'a pas d'entretien professionnel. Je vais le réaborder. J'ai eu la question préalablement et je l'ai prévu. Heu, dans notre délibération, nous avons prévu que le CIA serait minoré proportionnellement à la durée d'absence en CMO et suspendu en CLM. Alors suspendu en CLM, ça c'est légal, parce que ça je vais y revenir aussi sur les conditions de maintien, je vais revoir le texte avec vous. Par contre, la durée d'absence en CMO, oui effectivement ça c'est pas légal, c'est pas légal. On a une Alors jurisprudence aussi là-dessus, hein. oui, oui tout à fait. Avant que tu Heu, continues, il y avait oui, juste une question que tu as zappée. j'ai zappé. En cas de changement de mission avant 4 ans, peut-il faire ce réexamen sans attendre ce terme? Bah, oui, 4 ans, Oui, c'est la durée, minimum en fait. Au bout de 4 ans, on est obligé de le revoir, mais rien n'empêche de le revoir, tous les ans si le maire le veut, hein, c'est 4 ans, c'est le minimum en fait. voilà, c'est ça, le décret le prévoit bien, hein, le montant de l'indemnité fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction. Donc effectivement, si vous avez un agent qui prend des nouvelles fonctions, eh bien le maire peut revoir le montant de l'indemnité. Alors, j'en étais rendue, mince, du coup, je suis revenue en arrière, je ne sais plus d'où j'en étais. Critères d'attribution, donc ça, c'est vu. Oui, Je j'en étais propose là. que peut-être on mette les questions. Alors, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions, mais en fait, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être traitées dans la suite du webinaire. Donc peut-être, on va laisser Cécile dérouler et puis elle reviendra après. On verra si les questions n'ont pas été traitées, parce que je pense que tu vas perdre ton fil sinon. Oui, je vais reperdre mon fil encore une fois, oui. Donc, le montant du CIA, il est fixé par arrêté, par groupe de fonctions. Donc le montant individuel, lui, sera compris entre 0 et 100 de ce montant maximal, en fonction justement de la manière de servir et de l'entretien professionnel qu'aura eu l'agent. La circulaire a précisé, des montants, des pourcentages, pardon. Donc pour les catégories A, le CIA devrait faire 15 du plafond global du RIFSEP, 12 pour les B et 10 pour les C. Ça reste
une indication d'une circulaire, alors qui va s'appliquer à l'État, mais avec le principe de libre administration des collectivités, eh bien, on peut gérer cela différemment. J'en reviens encore à cet article L714-5 du Code général de la fonction publique qui justement indiquait que la somme des deux parts ne doit pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Ce qui fait que ça permet de laisser une plus grande liberté aux assemblées délibérantes pour fixer la part qui revient au CIA par rapport à l'IFSE. Voilà. Donc vous pourriez tout à fait, le maire pourrait tout à fait décider d'avoir un plafond de CIA à 15, 20 ou 25 un petit bémol quand même à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier l'esprit du texte. Et l'esprit du texte, c'est que c'est l'IFSE qui est la prime principale. Donc c'est celle-ci qui doit être valorisée parce que c'est par rapport aux fonctions des agents. Donc vous ne pourriez pas faire 75% de CIA et seulement 25% d'IFSE. Voilà, ça, ce serait pas, c'est pas dans l'esprit du texte. Voilà. Mais vous pouvez faire 20-25% de CIA si c'est ce que le maire souhaite apporter. On arrive au montant. Alors, sur les montants, je ne vais pas forcément y passer trop longtemps parce que bon, ça, c'est les montants plafonds de l'État et puis vous avez vos propres plafonds dans les collectivités. Mais je me suis amusée un petit peu avec les groupes de fonctions pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'indemnité, ce que vous pouvez en faire en tout cas dans vos collectivités. Donc, j'ai choisi 2 cadres d'emploi voilà, très communs dans nos collectivités et très petites collectivités, un adjoint administratif et des adjoints techniques. Donc, j'ai placé en groupe 1 une secrétaire de mairie, voilà, responsabilité, urbanisme, état civil, etc., responsable du personnel. Donc, secrétaire de mairie en groupe 1. Je n'ai volontairement pas mis de groupe 2 en filière administrative parce que, en technique, j'ai ajouté un responsable de service en groupe 2, qui certes va avoir des responsabilités sur son agent polyvalent, mais pas autant de responsabilités qu'une secrétaire de mairie. Le fait est que, vous voyez, j'ai prévu un total de 5 000 € pour la secrétaire de mairie, mais un total de 4 000 € pour un responsable d'adjoint technique. Et j'ai créé un groupe 3 pour les exécutants. Voilà, un agent d'accueil et un agent polyvalent qui sera donc sous la coupe du responsable du service technique. Donc, quand je dis responsable, voilà, ça veut dire que c'est un agent un adjoint technique qui va prendre en charge son agent polyvalent, qui va lui dire quoi faire. Et s'il arrive quelque chose, c'est le responsable qui sera responsable. Mais la secrétaire de mairie, elle est quand même responsable de tous les services. Voilà, c'est pour ça que elle, je l'ai placée en groupe 1. Un petit mot sur la façon de calculer ce RIFSEP, parce que beaucoup de collectivités prévoient un pourcentage de CIA en fonction de l'IFSE. Or, en fait, vous avez un montant plafond global sur les 2 primes. Donc, on va prendre la secrétaire de mairie où j'ai prévu 5 000 €. Le pourcentage de CIA, c'est le pourcentage du RIFSEP. Donc, j'ai mis 20% délibérément. Donc, ça fait 1 000 €. Donc, ça veut dire qu'il reste 4 000 € pour l'IFSE. On ne fonctionne pas à l'inverse en se disant on fait 4 000 € et 20% de CIA, 20% du CIA pardon, en fonction de l'IFSE. Vous voyez, c'est la petite note à apporter pour que vous compreniez en fait comment se calcule vraiment cette indemnité. C'est un total et après vous répartissez CIA, IFSE. Je voulais également attirer votre attention sur le fait de prévoir des plafonds supérieurs au montant que le maire souhaite attribuer. Parce que bien souvent, le maire veut jouer la transparence et il est d'accord avec le conseil municipal. Très bien, on décide de donner 3 000 € à l'agent d'IFSE. C'est ce qu'on prévoit dans la délibération et lui, c'est ce qu'il mettra dans l'arrêté. Sauf que justement, ça peut être intéressant au lieu de mettre vraiment 3 000 €, de prévoir 3 500, 4 000, de façon à laisser justement au maire une petite marge de manœuvre. Si jamais l'agent prend des fonctions supplémentaires dans l'année, eh bien, le maire n'aura pas besoin de redélibérer, il pourra simplement reprendre un arrêté et prévoir un nouveau montant d'IFSE. Petite anecdote également sur les montants à prévoir dans votre délibération. Je vous rappelle que vous devez prévoir des montants pour un agent à taux plein. En effet, la délibération prévoit, déjà, c'est marqué dans les articles, ce montant sera proratisé au temps de travail de l'agent. C'est également précisé dans l'arrêté.
Finalement, la proratisation, c'est juste une mesure comptable. Donc, vous, pour éviter les erreurs, justement, à l'avenir, ne proratisez pas les montants dans votre délibération. C'est toujours pour un agent à taux plein. De même, on vous conseille, alors, on vous a mis pour information les montants plafonds de la fonction publique d'État. Ce n'est pas une obligation, hein, mais voilà, c'est pour information. On vous conseille également, beaucoup de collectivités dans leurs délibérations ont indiqué également que, finalement les plafonds retenus par la collectivité, c'était ceux de l'État. Donc on ne vous conseille pas forcément d'indiquer cela parce que, si ce n'est pas ce que vous allez octroyer aux agents, ça ne sert à rien de laisser des montants plafonds aussi hauts, pour 2 raisons. C'est pour vos administrés déjà, et puis, pour vos agents aussi. Parce qu'eux, ils vont se demander pourquoi il y a des plafonds aussi hauts et que ce n'est pas du tout ce qu'ils vont percevoir. Voilà. Alors, sur les conditions de versement, le décret prévoit pour l'IFSE un versement mensuel. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités, eh bien, la délibération peut prévoir un versement annuel ou semestriel. Voilà. Tout dépend aussi du montant que le maire souhaite attribuer à ses agents. C'est sûr qu'une prime de 100 euros par an, si vous la ramenez mensuellement, ça ne fait pas beaucoup. Donc, certaines collectivités préfèrent, même pour l'IFSE, un versement annuel. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Et le CIA, c'est 1 ou 2 fois par an, non reconductible de façon automatique d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que, si l'agent ne remplit pas les conditions, les critères d'attribution qui sont fixés par la délibération, eh bien, il peut se voir son montant de CIA réduit, voire même supprimé. Voilà. C'est Attention aux collectivités, je sais qu'il y en a qui ont délibéré sur du CIA, mais le CIA n'a jamais été versé. C'est une erreur. C'est pas parce que le CIA, voilà, c'est typiquement en fait le cas où le maire dit: «Si le CIA est facultatif, bon on va le mettre, mais finalement on va jamais le donner». À partir du moment où l'agent remplit les critères d'attribution, une fois de plus, eh bien, il peut prétendre à avoir du CIA. Ça, c'est prévu par la délibération. Donc, voilà, attention à ça. J'en viens justement au cas des agents qui partent en cours d'année. Vous pouvez tout à fait prévoir que, l'agent puisse avoir, son CIA. Il vous suffit de prendre l'arrêté de CIA, même si ce n'est pas le moment de l'année où il est habituellement versé. Vous prenez un arrêté et vous indiquez dessus justement, étant donné la date de départ de l'agent, voilà, et puis vous prenez son arrêté de CIA. Normalement, ça ne pose pas de problème. Et donc, comme j'ai vu qu'il y avait des questions sur ça aussi, le cas de l'agent qui est en maladie au moment de l'entretien. On n'a pas énormément d'informations par rapport à ça. Dans la plupart des cas, on va dire que ça va bien se passer. L'agence, voilà, il est malade ou en congé au moment des entretiens, mais pour autant, il va revenir assez vite. Donc, vous déplacez l'entretien et vous attendez que l'agent revienne, pour lui faire son entretien et qu'il puisse avoir un CIA. En ce qui concerne par contre les agents qui, voilà, sont en CLM, voilà, normalement, s'ils sont en CLM, ils ont droit à rien pour le coup puisque, ils n'ont pas été là pendant l'année, il y aura pas d'IFSE non plus. Alors, ouais, vous avez l'agent qui a été là sur l'année N-1 et l'année N, normalement, le CIA est versé et sauf qu'il est effectivement tombé en longue maladie à ce moment-là. Donc, oui, c'est vrai que normalement, il devrait pouvoir prétendre au CIA, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de réponse, à ça. C'est vrai qu'il doit y avoir un entretien professionnel, donc s'il n'y a pas d'entretien professionnel, c'est vrai que ça va plomber le CIA. Alors, je vois que j'ai sûrement, raté beaucoup de questions pour pouvoir continuer, mais peut-on verser le CIA mensuellement? Oui, c'est le principe de libre administration des collectivités fait que vous pouvez le verser, mensuellement. Mais, voilà, après ça tout dépend du montant qui est versé, tout en sachant que généralement donc c'est sur l'année N-1. Donc, après ça dépend des collectivités. Je ne sais pas quand vous avez vos entretiens professionnels. Si c'est au mois de novembre, de l'année N, le CIA peut être versé en janvier de l'année suivante ou au mois de juillet de l'année suivante. Si les entretiens se font au mois de janvier, février, vous pouvez verser, dès le mois de février ou au mois de juillet, mais ça concernera donc bien l'année N-1.
Les contractuels saisonniers, qui ne sont pas évaluables n'ont donc pas droit au CIA. C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas d'entretien professionnel. Souvent, ils sont là que 1 ou 2 mois, donc c'est vrai qu'il y a pas forcément de CIA pour ces personnes-là, non. Alors j'essaye de revenir un petit peu en arrière. Le montant individuel versé à l'agent est compris entre 0 et 100 %. Donc il n'est pas obligatoire de verser un CIA à l'agent si on choisit 0. Oui, mais il faut que vous ayez des critères d'attribution qui ne soient pas respectés dans ces cas-là. C'est pas parce que vous prévoyez un CIA à 0 qu'il faut que vous avez la possibilité, enfin, que vous devez ne rien verser. C'est là, si c'est 0 le CIA, c'est que l'agent ne remplit aucun des critères d'attribution qui sont fixés par la délibération. Nous avions compris initialement que les collectivités devaient prévoir de définir les modalités du CIA, mais qu'elles étaient libres de le verser ou pas. Oui, c'est ce que je vous expliquais historiquement, il y avait un flou à ce moment-là parce que c'était, indiqué qu'il y avait l'IFSE et le cas échéant le CIA et donc on avait compris que, les collectivités, elles étaient libres de l'instituer ou pas. Mais à partir du et finalement donc ça a été réécrit et donc là, il faut bien instituer les 2 parts et à partir du moment où vous instituez les 2 parts, vous allez prévoir des critères d'attribution pour le CIA. Donc si vos agents remplissent les critères d'attribution, vous devez leur accorder. Revoir le RIFSEP au bout de 4 ans ne veut pas obligatoirement dire revaloriser les montants individuels. Effectivement, c'est vrai, c'est ça, c'est un réexamen qui est demandé, mais ça ne veut pas forcément dire revalorisation, effectivement. Pouvez-vous nous dire si un agent en arrêt qui passe en demi-traitement peut-il bénéficier de son IFSE ou pouvons-nous le diminuer ainsi que pour les autres arrêts? Alors je vais y venir justement, je vais y venir. Je crois que c'est ce qui vient après. Voilà, le maintien des primes pendant les absences. Ah, quelle belle transition. Donc, nous avons un décret dans la fonction publique d'État qui date de 2010 et qui est relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congé. Même si ce texte ne nous lie pas forcément dans le régime de maintien des primes, eh bien, on peut s'en inspirer. Là, c'est toujours par rapport au principe de parité où les fonctionnaires territoriaux ne peuvent pas avoir plus que les fonctionnaires d'État. Mais donc, voilà, on peut s'inspirer de ça. Donc, grosso modo, ce décret prévoit un maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, donc pendant un congé de maladie ordinaire. Donc, un congé de maladie ordinaire avec un maintien de traitement pendant 3 mois, idem pour le régime indemnitaire, demi-traitement pendant 9 mois, régime indemnitaire réduit de moitié. Ce décret prévoit également qu'il n'y a pas de maintien pendant les congés de longue maladie et de longue durée. Par contre, il va prévoir quand même, donc, comme ça suit le traitement, congé annuel, maternité, paternité, accueil de l'enfant, le CITIS, temps partiel et période préparatoire de reclassement. C'est prévu par le décret qu'il y ait maintien. Initialement, le décret n'avait pas prévu le temps partiel thérapeutique et la période préparatoire au reclassement. Ça a été ajouté depuis. Donc, on a eu quelques jurisprudences par rapport à ça, des collectivités qui avaient essayé de faire passer quand même un maintien des indemnités pendant le congé de longue maladie et de longue durée, hein. C'était tout à l'honneur des élus locaux qui ont souhaité faire passer ça, mais malheureusement, ça a été déclaré illégal par, la jurisprudence parce que ça constituait un régime plus favorable que les fonctionnaires d'État et donc ça méconnaissait le principe de parité. Et une autre jurisprudence indiquait que la part liée à l'atteinte des résultats n'a pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part de l'IFSE. A été jugée illégale une délibération qui prévoyait la modulation du montant du CIA en fonction de l'absence des agents. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, surtout, ne pas prévoir de critères sur l'absence dans le CIA, puisque c'est l'engagement professionnel et les résultats de l'agent qui prévalent. J'ai eu cette question-là. Il y a des collectivités qui mettent en place des mesures spécifiques, d'abattement. Voilà, au bout de 10 jours, on donne plus que 90, au bout de 30 jours, plus que 50 d'IFSE. Vous pouvez, c'est pas illégal, c'est justement on parlait du principe de parité, donc je vous disais que les fonctionnaires territoriaux ne pouvaient pas avoir plus que les fonctionnaires d'État. Ça veut donc dire qu'on peut avoir moins, malheureusement. Donc, c'est vrai que des collectivités, pourraient tout à fait prévoir, des règles d'abattement qui leur sont spécifiques. Donc, par contre, attention, dans la délibération, de ne pas invoquer le décret de 2010,
qui est justement le décret de l'État, puisque vous allez appliquer vos propres règles de maintien ou de suppression. Ensuite, le décret ou la circulaire prévoyait également des règles de cumul. Donc, le décret rappelle que le RIFSEP est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature. Donc, ça ne peut pas se cumuler avec l'IAT, l'IEMP, l'IFTS, etc. Par contre, il y a un cumul possible avec l'indemnisation des frais de déplacement temporaire, qui sont des remboursements de frais en fait, l'AJPA, puisque ça touche à l'indice, le régime des astreintes, les heures supplémentaires et toutes les indemnités horaires ou forfaitaires qui peuvent justement découler du travail de nuit ou de dimanche. Je fais un petit point sur l'indemnité de régisseur. Qui n'est pas traitée effectivement dans ce cumul possible, mais c'est vrai que depuis l'apparition du RIFSEP, régulièrement aux collectivités, moi je leur conseille de transférer l'indemnité de régisseur directement dans l'IFSE parce que ça fait partie des fonctions de l'agent. Alors il y a des collectivités qui prenaient un arrêté spécifique IFSE régie, mais il n'y a pas de texte par rapport à ça. Donc, normalement, l'indemnité de régie ne devrait plus être distribuée aujourd'hui, elle devrait être prise en compte dans l'IFSE. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais normalement, l'indemnité de régie, elle varie en fonction des montants. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de voir sur plusieurs années si les montants ont vraiment fluctué. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir très facilement l'intégrer à l'IFSE. Si effectivement l'indemnité varie, eh bien, vous pouvez quand même l'intégrer à l'IFSE et éventuellement, une fois par an, vous pouvez reprendre un arrêté IFSE de façon ponctuelle, évidemment. Sur tel mois, vous augmentez un peu l'IFSE pour permettre de combler par rapport à l'indemnité de régie que vous auriez versée si ça n'avait pas été intégré. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Attention, c'est toujours sous couvert des montants plafonds que prévoit la délibération. Ça, c'est vraiment uniquement dans le cas où vous avez des montants plafonds plus élevés que ce qui est attribué à l'agent. Je continue sur la procédure de mise en place. Voilà, on a vu la totalité de l'indemnité. Donc, la procédure de mise en place, vous devez d'abord préparer un projet de délibération que vous allez travailler dans la collectivité. Ça peut être avec un comité de pilotage, avec le maire, secrétaire de mairie, des conseillers municipaux en charge du personnel, pourquoi pas même des agents. Enfin, ça, c'est à vous de voir, c'est en interne. Vous élaborez un projet de délibération. Avant de le passer au conseil municipal, vous devez saisir le CST pour avis. Donc ensuite, vous passez la délibération au conseil municipal et ensuite, vous envoyez votre délibération au contrôle de légalité. Et enfin, vous prenez un arrêté nominatif qui va fixer le montant individuel des primes versées à chaque agent dans la limite des plafonds. Beaucoup de collectivités se posent la question sur maintenant, là, s'ils doivent réexaminer revoir leur délibération, s'il faut passer en CST. Oui, oui, effectivement, si vous devez ajouter des montants, ajouter des groupes, enfin modifier les montants, oui, oui, le CST est obligatoirement à saisir. Je vois la question. Là, l'avis du CST est-il obligatoire? Oui. Ce n'est qu'un avis, mais il est obligatoire à demander. De toute façon, votre délibération sera retoquée au contrôle de légalité si l'avis du CST ne figure pas sur les visas de votre délibération. Ça, c'est obligé. Préalablement au webinaire, donc on a eu pas mal de questions et notamment de savoir si le RIFSEP était obligatoire. Donc, je vais répondre oui et non à cette question. Je dirais non par rapport aux collectivités qui n'ont pas encore de régime indemnitaire institué dans la collectivité. On ne peut pas obliger un maire à mettre en place un régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, c'est une part facultative de la rémunération. Donc, s'il n'y a toujours pas de régime indemnitaire dans la collectivité, le maire n'a pas l'obligation d'en instaurer un. Par contre, si vous avez déjà un régime indemnitaire, mais que vous êtes encore avec l'ancien régime indemnitaire, avec de l'IAT, de l'IEMP, oui, là, c'est obligatoire. Là, la préfecture l'a demandé, c'est obligatoire de se mettre en conformité avec les textes et d'appliquer le RIFSEP maintenant. Donc oui, si vous avez du régime indemnitaire, mais que vous avez encore de l'IAT, de l'IEMP, je vous conseille très fortement de prendre une délibération pour instituer le RIFSEP.
Soit dit en passant, le texte sur l'IEMP a été abrogé en 2017. Donc, si vous en percevez encore, cette indemnité n'est pas légale, bien que le trésorier l'accepte, visiblement, parce que j'ai encore eu le cas que certaines collectivités qui m'ont appelé. Mais c'est pas légal. Donc, le jour où le trésorier va vraiment mettre le nez là-dedans, il pourrait tout simplement vous refuser votre bulletin de salaire parce que vous octroyez une prime qui n'est plus sur une base légale. Et donc, j'avais aussi la question de savoir si les collectivités de moins de 500 habitants devaient mettre en place le RIFSEP. Oui, en fait, peu importe la taille de la collectivité, si vous avez, mais une fois de plus, hein, s'il n'y a pas de régime indemnitaire chez vous, le maire, il n'a pas l'obligation d'en mettre un en place. Mais si vous en avez un, vous devez le modifier. Alors, j'en ai terminé avec ma présentation. J'ai mis là en fin de présentation la documentation. Donc, il y a le décret, il y a la circulaire. J'ai remis la fiche statutaire sur le RIFSEP. Il y a déjà des jurisprudences dedans. Je pense que j'en remettrai dedans les jurisprudences dont je vous ai parlé sur les contractuels. Il y en a une déjà. Vous avez un modèle de délibération, vous avez un modèle d'arrêté IFSE, CIA et le petit guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le petit guide rouge. C'est le lien que vous voyez là, le guide sur le régime indemnitaire. Donc ça pourra certainement vous aider. Je peux peut-être essayer de revoir certaines questions, mais je vois qu'il y en a énormément, donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout répondre. Euh, Ah si, alors si, j'ai eu un certain nombre de questions sur le fait de baisser l'IFSE. Parce que baisser le CIA encore, oui, parce qu'il y a les critères d'attribution. Donc si l'agent ne les remplit pas, il n'y a pas besoin de, vous pouvez baisser le CIA, mais pour autant, il y a eu des questions sur est-ce que l'IFSE peut être diminué? Pareil, oui et non. Je dirais oui, mais ça veut dire qu'il faut acter une modification des fonctions de l'agent. Si effectivement un agent n'effectue plus une fonction qui est prévue par sa fiche de poste, eh bien, il faudra modifier la fiche de poste de l'agent et acter qu'il n'exerce plus cette fonction et effectivement là pouvoir avoir la possibilité de baisser l'IFSE. Mais ça peut pas être l'IFSE ne peut pas être diminué de façon unilatérale par le maire en disant bah tu fais plus ça, je te baisse ton IFSE. Si tu le fais plus, je te baisse ton IFSE. Non, il faut que ce soit acté par donc un changement dans les fonctions de l'agent, mais par la fiche de poste notamment. Donc, Et vous me direz, j'ajouterais que j'ajouterais ouais, juste que ça ne peut en aucun cas être une sanction. oui, tout à fait, c'est ça. Parce que moi, souvent, on me le demande, on me dit, je suis pas content d'un agent, etc. Enfin, il a fait ci, il a fait ça, je vais lui baisser son IFSE. La baisse de la rémunération de façon générale et de l'IFSE, ça n'est en aucun cas une sanction. Quand on veut mener une action disciplinaire, il faut suivre la procédure disciplinaire, rapport disciplinaire, etc. et appliquer une des sanctions qui est prévue par les textes. On a une liste de sanctions, on ne peut pas inventer une sanction. En l'occurrence, une baisse de l'IFSE, ça ne peut en aucun cas être une sanction. Et ça pourrait, ça, être contesté et devant un juge, il y aurait sanction disciplinaire déguisée. Je te laisse. Ouais, pas de souci. Merci Marine. Oui, effectivement, j'avais eu cette question-là. Quand il y a un changement de catégorie, est-ce qu'il faut reprendre à nouveau une délibération parce que les agents étaient avant en catégorie C? Oui, effectivement, il faut vous mettre en conformité avec les nouveaux cadres d'emploi et effectivement reprendre une délibération pour, pourquoi pas justement ajuster les montants. Mais alors les montants plafonds hein, pour le coup, mais là, ça veut dire que votre agent, il ne figure plus quelque part dans la délibération si vous le laissez en catégorie C. Effectivement, la question, donc, je n'ai pas si vous avez apporté la réponse au versement du CIA pour un départ en retraite en cours d'année. Si, donc effectivement, vous avez un agent qui part en mutation ou en retraite et que le CIA n'a pas encore été versé de l'année N-1, hein, évidemment, eh bien oui, vous pouvez prendre un arrêté qui, au moment du départ de l'agent, finalement, vous prévoyez dans les visas, étant donné la date de départ de l'agent de la collectivité, et puis vous versez le CIA. Normalement, ça ne pose pas de problème de fonctionner comme ça. Euh, alors j'essaye de reprendre. Nous avons une délibération qui diminue les primes en cas de maladie pour s'accorder au temps de travail. Alors ça, je ne sais pas, du coup, j'ai pas assez d'éléments.
si vous ne suivez pas le décret et par rapport au temps de travail, je suis désolée, il faudrait qu'on se recontacte dans ces cas-là ou que vous m'envoyiez un mail un peu plus précis. C'est Jennifer Cartier qui me posait cette question. Donc, je veux bien que vous m'envoyiez un mail sur la boîte statut @cdg72.fr et je pourrai répondre plus précisément à votre question. Alors, qu'en est-il des primes de fin d'année? Alors, tout dépend si elles ont été mises en place avant 84 ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont encore concernées par ça. C'est possible, c'est possible. Il y a des collectivités qui ont choisi de l'intégrer au RIFSEP. Il y en a d'autres qui ont choisi de le laisser à part. Donc, c'est pas illégal. C'était une possibilité. Oui, bah oui, ça, je veux bien le croire, mais cela n'est pas sans incidence sur le budget, surtout quand la prime de fin d'année est calculée à partir du salaire brut fiscal. Oui, bah oui, là, pour le coup, c'est une réflexion à mener dans la collectivité, de savoir si la prime de fin d'année mérite d'être gardée ou si vous l'intégrez au RIFSEP. Ça, c'est vraiment une décision locale, mais c'est possible en tout cas, hein, pour les collectivités qui ont encore des primes qui datent d'avant 84, qui étaient versées donc au titre de l'article 111 avant. Le versement d'une prime de départ en retraite doit-elle être prévue dans le RIFSEP? Et non, il n'existe pas de prime de départ en retraite dans la fonction publique. Donc, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité. Après, il faudrait que alors, vraiment de prime de départ en retraite, hein. Après, si les plafonds de l'IFSE le permettent et que le maire veut prendre un arrêté pour octroyer un montant un peu plus important d'IFSE avant le départ, bah ça, c'est la décision du maire, hein. Ça, il y a pas de mystère. C'est lui qui choisit, hein. Pour le changement de catégorie des auxiliaires de puériculture, il faut reprendre une délibération en totalité ou un modificatif uniquement pour le cadre concerné. Alors, visiblement, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux on modifie entièrement la délibération. Sinon, vous retrouvez avec des bouts de délibération par-ci, par-là et ça devient vite illisible. Donc, finalement, oui, il vaut mieux reprendre une délibération entière, même si, il n'y a qu'un groupe de fonctions qui est modifié. Alors, j'essaye de remonter un petit peu dans les questions. La jurisprudence relative à l'absence de maintien de régime indemnitaire durant un CLM-CLD s'applique-t-elle uniquement au RIFSEP ou à tous les régimes indemnitaires? Alors, ce n'est pas une jurisprudence, c'est un décret. Donc, oui, ça s'applique à tous les régimes indemnitaires. Mais en l'occurrence, quel régime indemnitaire? Parce que pour le coup, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Ça aussi. Si on revoit la délibération, peut-on diminuer les montants? Comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de modification je parle bien de l'IFSE, hein, donc s'il n'y a pas de modification dans des fonctions des agents, Bah, ce serait possible vraiment ouais, si on est sur une refondation du régime indemnitaire avec des total. modifications des montants, des plafonds et cetera, où là effectivement on est sur un nouveau, régime indemnitaire en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est vrai que ça veut dire que ça s'appliquerait à tous les agents. Donc là, oui, en l'occurrence, ça pourrait s'appliquer, oui. Oui, ce serait une possibilité. Mais une fois de plus, il faut que ce soit appliqué à tous les agents et pas seulement à certains. Pour le CIA, peut-on mettre des critères d'ancienneté? Non, 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 non. Ah oui, pour le CIA, pardon. Par exemple, éligible si plus de 6 mois ou 1 an d'ancienneté. Sur le CIA, honnêtement, j'avoue que autant j'ai des réponses sur l'IFSE, autant pour le CIA, j'avoue ne pas avoir beaucoup on n'a pas vraiment de jurisprudence sur le CIA. On n'en a pas vu passer d'importantes. Donc là, j'avoue que Joker. Faudra qu'on regarde. Pareil, si vous pouviez m'envoyer un mail pour qu'on puisse regarder de plus près ça, je veux bien. Pour le maintien des primes pendant les absences, l'IFSE est maintenu en totalité et non en proportion du temps de travail, comme en temps partiel thérapeutique, par exemple. Ah oui, donc oui, si dans votre délibération, vous avez prévu d'appliquer les dispositions du décret de 2010 de l'État, donc par rapport au maintien des primes en cas d'absence, oui, vous allez le maintenir enfin, ça va suivre le sort du traitement.
Donc, sur la maladie ordinaire pendant 3 mois, puis demi-traitement pendant 9 mois, donc régime indemnitaire réduit de moitié pendant 9 mois également. Temps partiel thérapeutique, pareil, si vous utilisez le décret de 2010, si vous vous basez sur le décret de 2010, eh bien, là aussi, le décret prévoit un maintien du régime indemnitaire pendant le temps partiel thérapeutique. Est-ce que le CIA peut être diminué sur arrêté du maire si l'agent ne remplit plus une partie des critères? Pour le CIA, oui, effectivement, c'est bien ça. Si au moment de l'évaluation professionnelle, le maire constate que l'agent ne remplit pas tous les critères, qu'il n'est pas content du service de l'agent, il peut le pénaliser et baisser son CIA par rapport à ça. Oui, tout à fait. Alors, j'ai dû rater un début de question. On a prévu la régie dans les critères de l'IFSE. Oui, voilà, c'est bon, avec des compléments différenciés selon le niveau des régies gérées. C'est possible? Bah, oui, 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 pourquoi pas? Oui, bien sûr. Ça, je pense que ça fait partie du principe de libre administration des collectivités. Donc, je pense que oui, vous pouvez. Après, de toute façon, une délibération, elle prévoit des montants plafonds. Donc, après, comme vous pouvez faire fluctuer les montants par rapport à l'expérience des agents, par rapport à leurs fonctions. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 2 agents qui font les mêmes fonctions, il peut quand même y avoir une différence de montant entre les 2 en fonction de leur expérience professionnelle. Justement, si cette personne-là, elle a une régie par rapport à une autre, ça va pouvoir augmenter son IFSE. Et on fait la même chose pour la salubrité, que nous avons conservée en complément de l'IFSE. Non, alors ça c'est dommage, hein, vous auriez dû intégrer la salubrité au RIFSEP. Pareil, ça fait partie des fonctions de l'agent, donc vous auriez pu l'intégrer au RIFSEP directement. Alors, et pour les AEA, donc les assistants d'enseignement artistique, je suppose, on continue à verser l'indemnité régie? Eh oui, en l'occurrence pour eux, oui. Pour le coup, puisqu'ils ne sont pas inclus au RIFSEP, vous allez pouvoir continuer à verser l'indemnité de régie pour eux, tout à fait. Alors, on choisit bien suivant la fonction de l'agent, donc il est fixe, hein, si pas de changement de fonction et le CIA, si on le fixe à 20 comme votre exemple, on peut le moduler comment? Ah oui, alors ça fait partie d'une question. Alors non, c'est pas tout à fait ça la question. Je suis désolée, je choisis bien suivant la fonction de l'agent, donc il est fixe, oui, oui, le montant est fixe, si pas de changement de fonction. Le CIA est fixé à 20, vous le modulez comment? Par rapport aux critères d'attribution que vous avez fixés. Dans la délibération et si le maire n'est pas ravi des services de l'agent, eh bien, il peut le moduler. Il peut le réduire ou le supprimer. L'indemnité horaire pour travail le dimanche concrètement, car lors des élections, on travaille le dimanche, mais ça dépend des années. Alors, ça fait partie des indemnités qui sont possibles, parce qu'en fait, pour les catégories C et B, c'est de l'IHTS en fait qui est donné pour les indemnités d'élection, en tout cas. Pour l'élection, c'est ça. Il y a une indemnité spécifique pour les élections, mais en fait, il n'y a que ceux qui ne perçoivent pas l'IHTS qui peuvent la percevoir. Donc, sur les dimanches d'élection où vous êtes un agent de catégorie C, vous travaillez le dimanche pour les élections, oui, vous pouvez percevoir des IHTS. En temps partiel thérapeutique, les primes suivent-elles bien le prorata de durée effective? Non, pas nécessairement. Si votre collectivité a prévu de suivre les dispositions du décret de 2010, donc le régime indemnitaire sera maintenu en totalité. Donc ça, c'est à revoir si c'est bien ce que vous avez prévu. Pour le temps partiel thérapeutique, vous confirmez le maintien de l'IFSE à 100 Oui, je confirme, si vous suivez les dispositions du décret de 2010. Si votre collectivité a choisi son propre système d'abattement ou son propre système de maintien, eh bien, là, pour le coup, non, il n'y a pas un maintien automatique. Je vois qu'effectivement, on approche de 11 heures et on a quand même encore quelques informations à vous donner. Donc, je suis désolée, j'ai peut-être pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait beaucoup. Et donc, surtout, n'hésitez pas, si j'ai pas répondu à votre question, à me renvoyer un mail sur la boîte statut@cdg72.fr. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Pareil, si vous avez besoin de revoir votre délibération et qu'il y a des points qui vous paraissent encore obscurs, n'hésitez pas à m'appeler. Il n'y a pas de problème, on vous guide sur les projets de délibération.
voilà, donc bah, je vais peut-être redonner la main pour le coup à Marine qui va terminer ce webinaire. Oui, alors, c'est pas grave, hein, si on déborde un petit peu, je vais essayer de faire rapide, sur la fin de ce webinaire. J'ai juste repris, quelques questions qui m'ont été posées. C'est des questions qui vont paraître bêtes pour certains, mais qui si elles m'ont posées, c'est que c'est pas bête pour tout le monde a priori. Je vais aller très rapidement. Heu, ça m'a été beaucoup posé ces derniers temps, donc je pense que c'est pas inutile. Mon agent a refusé le renouvellement de son CDD. Peut-il percevoir quand même une indemnité de fin de contrat? Et la réponse est oui, parce que si vous voulez, ce qui est prévu, c'est que l'agent ne peut pas percevoir d'indemnité de fin de contrat s'il refuse un CDI. Donc ce n'est pas absolument pas prévu qu'on exclue, de l'indemnité de fin de contrat l'agent qui refuse le renouvellement de son, CDD. Certains ont pu, interpréter, une disposition comme disant ça, mais non, il ne faut pas l'interpréter comme ça et on doit, on a eu une réponse, hein, de la DGCL. Là, ce que je vous mets, dans le diapo, c'est bien, comment dire? La réponse de la DGCL, hein, donc à retenir. C'était indiqué donc, «Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat». Donc il y en a qui ont dit: «Bah, là, les agents, ils auraient pu bénéficier du renouvellement de leur contrat, donc on leur applique pas l'indemnité de fin de contrat». Non, il faut lire «bénéficient du renouvellement de leur contrat» comme l'ayant accepté, hein. C'est bien ce que dit, la DGCL. Elle nous dit: «Cette disposition vise le cas des agents qui acceptent une proposition de renouvellement de leur contrat ou concluent un nouveau contrat CDD ou CDI au sein de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ils ne disposent pas de l'indemnité. Elle ne vise pas expressément la situation de l'agent qui refuserait le nouveau contrat». Donc un agent qui refuse un renouvellement de son CDD, mais qui par ailleurs remplit les autres conditions, peut toucher l'indemnité de fin de contrat. Autre question très rapide, mais qui m'est beaucoup posée. Qui est exclu du dispositif de rupture conventionnelle? Est-ce qu'on me demande beaucoup, est-ce que mon agent peut demander une rupture conventionnelle? Donc, la rupture conventionnelle ne s'applique pas aux stagiaires, pas possible. Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, euh, aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel. Et pour les contractuels, ça ne s'applique pas aux agents en CDD, aux agents contractuels en période d'essai, aux agents contractuels en cas de licenciement ou de démission, et puis là encore aux agents, qui ont atteignent l'âge d'ouverture des droits à pension. Ça, voilà, très rapidement. On me demande comment sait-on si l'agent quitte la commune à renouveler un contrat dans une autre collectivité? Bah, ça, que l'agent vous en informe en fait, tout simplement. Mais attention, c'est que si l'agent a un contrat immédiatement. S'il y a une pause entre les 2 contrats, l'agent a le droit à l'indemnité de fin de contrat. Alors la rupture conventionnelle, elle est toujours à titre expérimental pour les fonctionnaires, mais pas pour les agents contractuels, en CDI. Pour les agents contractuels en CDI, c'était tout de suite une disposition définitive, mais pour les fonctionnaires, c'est toujours expérimental. L'expérimentation doit bientôt arriver à son terme. Après, je suis pas sûre qu'il y ait de raison que ce ne soit pas, mis en place de façon, définitive. Ça, je pourrais vous en dire plus dans quelques temps. Dernière question qui va vous paraître sans doute la plus bête, mais qui m'a été posée plusieurs fois et des agents réclament. Donc c'est bien de faire un rappel. Mon agent quitte la collectivité en cours d'année. A-t-il le droit à l'intégralité de ses congés annuels? Non, hein. Un fonctionnaire, il a le droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations de service. Mais le décret, il précise bien que les fonctionnaires qui n'exercent pas leur fonction pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée de service accomplie. Vous avez un agent, qui part, qui est là au 1er janvier, qui part, 6 mois plus tard, et il a le droit au congé pour ces 6 mois, pas pour l'année entière. On a des agents qui ont fait des demandes d'indemnisation des congés de l'année entière ou à poser les congés de l'année entière. Non, non, c'est que les congés qu'ils ont, générés finalement. Voilà, ça a été un petit peu vite sur les dernières questions, mais l'idée c'est pas de vous retenir toute la matinée. Juste, je fais une toute petite, dernière précision, mais qui me tient à cœur, par rapport à notre site internet. Je vais essayer de vous partager mon écran. Je pense que ça fonctionne. Alors attendez. Là.
ça ne fonctionne plus, c'est bloqué. Je vais en profiter pour reprendre la parole. Je vais essayer de reprendre, toutes les questions que vous aviez posées sur le RIFSEP pour, le joindre au webinaire sur le site. Je tâcherai de répondre à la plupart des questions qui m'ont été posées, Alors, je ne sais pas si tu dans un m'entends, document Cécile? comme une foire aux questions. Ouais? Tu m'entends? Oui? Oui, on m'entend. Alors, je suis désolée, j'ai voulu partager mon écran, mais c'est bloqué. Je n'arrive pas à retourner sur le site. Je voulais juste vous montrer en fait que sur notre site, tout simplement, où trouver les fiches et les informations. Donc, vous avez le bandeau à gauche avec toutes les catégories. Vous avez... Ah, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. Ouais, mais c'est au ralenti, ça va. Ah, si, ça a l'air de refonctionner. Donc, c'était buggé. Je vais pouvoir vous montrer, c'est mieux en direct. Le site, on va sûrement en faire une refondation, hein. C'est des choses auxquelles on réfléchit, et cetera, pour que l'actualité vous soit la plus facile à trouver. Donc, vous avez toujours les actualités, hein, en première page. Cécile met les actualités vraiment très rapidement. Le jour même de la sortie des textes, n'hésitez pas à aller sur le site. Des fois, vous aurez une réponse plus rapide en allant sur le site qu'en nous envoyant un mail, parce que ben, on fait notre possible pour répondre rapidement aux mails, mais des fois, on en a tellement que vous aurez plusieurs jours de délai, alors que si vous allez sur le site, vous aurez votre réponse immédiatement. Sur le côté, vous allez dans gestion des ressources humaines, vous aurez d'une part le statut, donc toutes les fiches thématiques. C'est vraiment une mine d'informations, hein. Parfois, alors évidemment, ça répond pas à tout. Des fois, vous avez des questions qui sont complexes, qui nécessitent un échange avec nous. Mais par exemple, je vois par exemple sur la rupture conventionnelle, des fois, on va m'envoyer mon agent est stagiaire, est-ce qu'il peut avoir le droit à la rupture conventionnelle? Vraiment, vous allez sur la fiche rupture conventionnelle, en 3 minutes, vous avez votre réponse. Si vous ne voulez pas aller chercher la fiche, elle est dans quelle catégorie, vous allez dans la recherche, vous tapez rupture conventionnelle. En 3 secondes, vous avez accès à la fiche, au modèle d'arrêté et au simulateur. N'hésitez pas à utiliser cet onglet de recherche. Vraiment, ça va vous faciliter la vie. Vous tapez un mot-clé, on essaye de bien identifier nos documents, vous aurez accès très rapidement. Autre information, les nouvelles fiches, on a fait une information dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On a des fiches, l'essentiel. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel, hein, comme son nom l'indique, avec des fiches très courtes, des schémas. N'hésitez pas à aller les consulter, par exemple, sur le cumul d'activités. Vous voyez, on a fait des fiches beaucoup plus courtes, avec la procédure très rapidement, des choses un peu visuelles. N'hésitez pas à aller voir. Et enfin, catégorie webinaire qu'on a ajoutée, vous pouvez retrouver tous les webinaires proposés par le CDG. Donc, que ça soit les nôtres, hein, les rendez-vous du statut, lorsqu'il y en a eu sur la médiation préalable obligatoire, sur le droit syndical, celui sur les RSU également. Enfin, n'hésitez vraiment pas, à aller voir sur notre site parce qu'il y a vraiment des ressources et voilà, on essaye de faire notre possible pour vous présenter des choses intéressantes et pour vous accompagner, au quotidien. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie, d'avoir assisté au webinaire parce qu'on avait quand même 85 participants, donc c'est très agréable de voir que quand on propose des choses, vous êtes présents. Pour terminer, est-ce qu'on envisage des webinaires sur la réforme des retraites? Oui, hein, Nathalie Couvet, hein, qui s'occupe des retraites, attend d'avoir tous les éléments pour pouvoir vous faire une présentation la plus complète possible et pouvoir vous donner, tous les éléments de réponse. Voilà, on vous met tous les éléments sur le site et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, statut@cdg72.fr ou, par téléphone, pour les questions, qui le nécessitent. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.